Mon devoir et ma tâche, le chef de l'État, dans sa conférence de presse, fait de la réussite de la politique de restructuration industrielle l'enjeu de sa présidence. Pas de concession au Parti communiste. La Lorraine doit bénéficier en priorité des efforts de relance pour lesquels le ministère de l'Industrie et de la Recherche disposera de pouvoirs exceptionnels. Déception en Lorraine, paralysée aujourd'hui par un mouvement général de solidarité avec les sidérurgistes. Importante manifestation dans le calme à Longwy, à Metz et à Nancy. La publicité sur les radios locales privées, le président Mitterrand est pour, sous certaines conditions. La campagne présidentielle américaine, chez les démocrates, Walter Mondale prend un avantage décisif sur Gary Hart en emportant largement les élections primaires de New York. Madame, Monsieur, bonsoir. Pendant un peu plus d'une heure et demie, debout derrière un pupitre, c'est une innovation dans le style élyséen, le président Mitterrand a tenu cet après-midi une conférence de presse qui fera date dans l'histoire du septennat. La gravité des décisions gouvernementales annoncées jeudi dernier en matière de restructuration industrielle, la gravité aussi des réactions qu'elles ont provoquées sur le plan social comme sur le plan politique, donnait à cet exercice, le troisième de ce genre depuis mai 80, une importance tout à fait particulière. C'est bien sûr à la sidérurgie et à la Lorraine que le président Mitterrand a consacré l'essentiel de ses propos, d'abord dans un long préambule sur la nécessité impérative de mettre en œuvre la restructuration industrielle du pays, ensuite dans ses réponses aux questions des journalistes qu'il corrigeait et reformulait volontiers à sa convenance. Jean-Claude Renaud. Je mesure l'ampleur de ma responsabilité, puisque les choses sont ainsi et que finalement il m'est échu d'arbitrer entre des propositions également difficiles. Je vous pose cette question. Peut-on consacrer des subventions à des entreprises déficitaires et dans de telles proportions, plus de 60 milliards, 17 milliards, 27 milliards, faites l'addition, en 18 ans, pour la même industrie, concentrée dans les mêmes régions, tandis que les difficultés de l'emploi existent partout en France, qu'une région comme le Languedoc-Roussillon, dont on parle trop peu, dispose aujourd'hui d'un pourcentage de suppression d'emplois supérieur à la Lorraine. Peut-on consacrer des subventions à ces entreprises déficitaires? Je veux dire, éternellement. Mais là, le terme est fixé par la communauté européenne à laquelle nous appartenons, que nous n'avons pas l'intention de quitter. 1987, après plus rien. Ou plutôt consacrer ces crédits, et d'autres encore, à des technologies d'avenir, y compris bien entendu dans la sidérurgie. Je pose cette question à toute femme, à tout homme raisonnable qui m'écoute à l'heure actuelle en France. Est-ce qu'on peut continuer comme cela? Mais comment pourrais-je en même temps oublier, m'exprimant de la sorte, que cela se traduit pour des dizaines de milliers de travailleurs par l'angoisse, l'incertitude? Sont-ils condamnés? Je leur dis non, mais il m'appartient de le démontrer dans les 2 ans qui viennent et à partir d'aujourd'hui même. Voyez-vous, nombreux sont ceux qui, appartenant au monde ouvrier, celui des cadres, travailleurs de l'industrie, qui m'écoutent en cet instant. Je veux qu'ils soient juges. Je leur parle avec confiance. Et j'attends d'eux qu'ils me rendent cette confiance. Comment n'imaginerait pas que c'est dur,
presque insupportable. Je comprends la colère. Mais il faut expliquer. Il faut faire appel, là spécialement, parmi ces travailleurs, mais aussi parmi les autres, à la raison, à la sagesse, à l'intérêt national et aux évidences que je viens de développer. Oui, je veux qu'il soit juge. C'est clair, le président ne reviendra pas sur les choix industriels du plan acier annoncé la semaine dernière. Et à ceux qui lui reprochent de ne pas tenir ses promesses en matière de capacité de production, il répond « Tout le monde a commis une erreur de prévision depuis près de 10 ans. Je l'ai commise aussi, reconnaît-il, mais moins que les autres. » Si cette erreur a été partagée par tous, car c'était aussi avant le deuxième choc pétrolier, il faut le dire. La crise ne battait pas son plein. Chacun trouve une excuse, là. Qui placera-t-on le plus haut dans l'estime? Ceux qui, s'étant trompés, ont camouflé leurs responsabilités. Et ceux ou celui qui s'est trompé et qui entend bien devant le pays ne pas lui faire payer le prix de cette erreur. Bref, celui qui prend la responsabilité de corriger, de telle sorte que la France n'en souffre pas. Si plus de 20 000 suppressions d'emplois sont inévitables, explique le chef de l'État, il n'y aura pas de licenciement, mais des pré-retraites et des congés de conversion. Et pour que les sidérurgistes retrouvent du travail après leur période de formation, il s'engage à créer assez d'emplois, notamment en Lorraine. Je désire à cet effet que le ministre de l'Industrie et de la Recherche, à la tête d'un ministère qui doit désormais devenir celui du redéploiement industriel, rassemble dans ses mains, sous l'autorité du Premier ministre, des pouvoirs exceptionnels qui lui permettront de mettre en œuvre le plan de restructuration sous tous ses aspects, les implantations d'entreprises, les créations d'emplois, les aides économiques, les congés conversion, la protection sociale, les équipements universitaires, le désenclavement, bref, tout ce qui doit concourir à doter les régions victimes, meurtries et saccagées, et je pense d'abord à la Lorraine, le moyen de renaître, et non pas au siècle prochain, mais maintenant. Qui n'a pas la Lorraine dans son cœur aujourd'hui, ajoutait tout à l'heure le président Mitterrand. La Lorraine tout entière solidaire de ces sidérurgistes paralysés et isolés ce matin du reste du pays. Dominique Laury a suivi à Metz la conférence de presse présidentielle que retransmettait en direct Antenne 2, entourée d'un groupe de sidérurgistes. Leurs réactions se résument en un mot, la déception. La plupart sont ouvriers sidérurgistes ou femmes d'ouvriers sidérurgistes. Tous, ou presque, sont menacés de perdre leur emploi. Tous, ou presque, ils nous l'ont affirmé, ont voté en mai 80 pour François Mitterrand. Tous, ou presque, sont désorientés, découragés. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que, à part le fait qu'il martelait le mot Lorraine, on n'a pas beaucoup eu l'impression qu'il nous prenait en compte, parce qu'aujourd'hui tout le monde, toute la Lorraine est dans la rue, et ça je ne l'ai pas senti à l'antenne. Je suis déçu parce que on ne nous laisse pas non plus, on n'a pas eu la possibilité, nous sidérurgistes, nous travailleurs, de nous exprimer. On voudrait s'exprimer à la télévision avec Mitterrand. Et s'il est mal conseillé, s'il ne sait pas que chez nous on a des installations rentables, eh ben on le lui dira. Il n'est peut-être pas au courant au niveau technique, mais il n'est pas au courant non plus au niveau humain de tous les problèmes qui peuvent se poser, et spécialement nous en tant que femmes de sidérurgistes, qui sont d'abord des femmes lorraines, premièrement. Bon, je crois qu'on a
on a aussi notre rôle à jouer dans cette mesure-là. Et je crois que, bon, il parlait tout à l'heure de ténacité, de courage et tout, mais je crois que bon, c'est nous qui allons le montrer bientôt. Le président de la République va laisser commettre, à mon avis, une énormité économique dont la sidérurgie lorraine et même la sidérurgie française aura beaucoup de mal à se relever. À propos de la prochaine échéance électorale qui est les européennes, je ne vois pas tellement les militants socialistes de Moselle pouvoir se mobiliser, distribuer du papier et coller des affiches avec ce qui vient de nous tomber sur le dos. Vous êtes militant socialiste? Absolument. Il y a des aspects positifs. Ce sont des pistes de travail que le président de la République a proposées. Il s'agit maintenant de les concrétiser. Est-ce qu'on peut dire qu'à la suite de l'intervention du président de la République, vous revenez sur votre démission? Non, j'ai dit la semaine dernière que je reviendrai sur ma démission lorsque la Lorraine aura reçu des signes concrets. Aujourd'hui, il y a eu des déclarations, des pistes de travail. Il faut maintenant les honorer. J'attends cela. À Metz, à Longwy, à Nancy et dans plusieurs villes de Lorraine, des manifestations ont eu lieu cet après-midi pour protester contre la politique du gouvernement. Manifestations dans la dignité et dans le calme. À part de légers incidents, les syndicats ont cherché à éviter tout débordement et les forces de l'ordre sont restées discrètes. La journée en Lorraine, Geneviève Moll et Corinne Pertuis. Longwy doit vivre. C'est sous ce signe que la journée d'action s'est déroulée dans le bassin sidérurgique. Ce matin, la vallée était morte, coupée du reste de la Lorraine, et la Lorraine elle-même coupée du reste de la France. À 15h35, la place Leclerc à Longwy commence de se remplir. Par petits groupes, les Longoviciens et les gens des alentours gagnent le lieu de rassemblement. À 15h30, André Saint-Jean tient une conférence de presse au siège de la CGT. Je n'hésite pas à dire que si les décisions prises la semaine dernière étaient appliquées, c'est le coup de grâce qui est donné à la sidérurgie lorraine et aux mines de fer. 15h, la place est noire de monde. Environ 18 000 personnes attendent sagement le meeting intersyndical. À la radio, François Mitterrand commence sa conférence de presse. Sur la place Leclerc, les travailleurs du train de Feuillard arrivent en délégation de Réon. Puis la FEN, FO, la CFDT, la CGT et la CGC stigmatisent le gouvernement. Le groupe Longwy 79-84 n'est pas autorisé à intervenir. 15h45, la manifestation démarre pour rejoindre Longwy-Haut. En tête, l'adjoint de Paul Markelly de la CGT et André Saint-Jean, à qui on vient de rapporter les propos du chef de l'État. Il confirme 25 000 suppressions d'emplois. Il dit qu'il n'y aura pas de licenciement. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura en France des chômeurs de plus. Parce que la région Lorraine n'a pas encore la capacité de recevoir de nouvelles industries au moment où on casse l'industrie sidérurgique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le plan industriel de ce gouvernement. C'est pour ça qu'il faut réviser les choses pour donner du travail et une autre perspective que celle des promesses. Le cortège est parti. C'est une manifestation digne, triste et calme par les petites rues qui relient Longwy-Bas à Longwy-Haut. À 17h, sur la place de l'église de la ville haute, la manifestation se disperse. Mais de petits groupes ne veulent pas en rester là. Ils redescendent vers la ville basse. Objectif, le commissariat de police. La nuit risque d'être chaude. Manifestation aussi aujourd'hui dans les autres zones sidérurgiques, dans le Gard et surtout à Marseille, pour la défense de l'usine de Fos-sur-Mer. Henri Elie. Boutique fermée, rue déserte, Fos-sur-Mer était aujourd'hui une ville morte, les commerçants soutenant les sidérurgistes. Arrivés en quart de Fos, Miramas et Martigues, quelques 300 de leurs épouses défilaient à Marseille. Banderoles et autocollants de rigueur, mais aussi sifflets pour protester contre la fermeture progressive d'usines acier, 1250 emplois supprimés. Une délégation comprenant des élus a été reçue par le commissaire de la République. Cette banderole exprime leur désarroi et leur mécontentement. Usine Acier étant, selon elles, toujours viable. Après 4 heures de manifestation, elles ont regagné Fos où leur mari organisait une journée portes ouvertes.
afin que les habitants puissent connaître l'entreprise pourtant condamnée. Manifestation aussi aujourd'hui dans les chantiers navals de la Seine-sur-Mer et à La Ciotat. Priorité à la modernisation de l'industrie française en toute compréhension des problèmes sociaux ainsi posés, tel est donc le message essentiel martelé par le président Mitterrand tout au long de sa conférence de presse. Mais avec quelles conséquences politiques? On attendait évidemment la réplique du chef de l'État aux critiques et aux exigences exprimées à ce sujet sur Antenne 2 par le secrétaire général du Parti communiste. Comme le démontre Jean-Louis Le Senne, M. Mitterrand, sans faire aucune concession au Parti communiste, a esquivé les questions. Bien, j'écoute. J'observe. Et je constate qu'une situation nouvelle se crée à partir d'une lecture et d'une pratique différente des engagements souscrits. Oh, c'est une constante de la vie politique. Vous savez bien. Mais dans l'intérêt de la majorité, comme de chacun de ceux qui y participent, je pense que le temps est venu de mettre les choses au net. À 3 reprises, les journalistes insisteront et demanderont à François Mitterrand d'expliquer cette petite phrase sibylline « mettre les choses au net avec les communistes ». La première fois, il précisera. Je reste fidèle, monsieur, à mes engagements profonds. Je veux rassembler les forces populaires et qu'elles entraînent la nation tout entière vers le redressement national. Pas à n'importe quel prix, assurément. Je veux dire pas au prix de voir l'effort du gouvernement sapé ou diminuer dans l'estime même du public. C'est entre ces termes que je voyagerai lorsque je vous apporterai ma réponse. Jusqu'à la fin de la conférence de presse, plusieurs confrères reviendront à la charge et tenteront de faire dire à François Mitterrand comment il entrevoit dans l'avenir la présence des ministres communistes au gouvernement. En vain. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si j'avais voulu dire autre chose, vous devez bien imaginer que je l'aurais fait. Bon, alors. Si le président Mitterrand n'a pas apporté d'éclaircissement sur les autres questions politiques du moment, comme l'école privée ou la réforme électorale, il n'en demeure pas moins que la conférence de presse d'aujourd'hui précise de manière décisive l'orientation de la politique présidentielle, Albert Duroy. Oui, on attendait en gros de cette conférence de presse la réponse à 3 questions. La première question, devant la colère des Lorrains, le président allait-il radoucir, ramollir le plan sidérurgique du gouvernement? La réponse à cette première question est non. Sans doute a-t-il mis en valeur tout ce qui a été prévu sur le plan social pour que la remise en ordre soit moins douloureuse. Sans doute a-t-il insisté sur l'aspect offensif, la deuxième étape de la politique industrielle, c'est-à-dire les créations d'entreprises, la formation aux métiers d'avenir. Mais l'essentiel reste, si l'on veut moderniser la France, il faut cesser d'engloutir des dizaines de milliards pour rien. La deuxième question, après la mise en demeure de Georges Marchais, qui le sommait de changer de politique, le président allait-il faire des concessions aux communistes? La réponse, encore une fois, est non. Cette fameuse phrase « le temps est venu de mettre les choses au net », c'est un avertissement. On peut la traduire un peu de la façon suivante. Le temps est venu de savoir qui est avec et qui est contre moi. C'est donc aux communistes à se déterminer par rapport au président et non le contraire, à eux, les communistes, de peser le risque d'une rupture. Troisième question, l'ampleur des difficultés fait-il douter le président de la justesse de sa politique? La réponse est toujours non. Bien au contraire, il s'engage même personnellement, totalement, plus que jamais, sur sa réussite. Et tout en rappelant au passage que son mandat dure 7 ans, il promet les premiers résultats positifs de cette politique pour avant 1986, et c'est sur ces résultats qu'il veut être jugé. Ce triple non aux 3 questions en amène automatiquement une 4e. Pourra-t-il, le président de la République, pourra-t-il maintenir longtemps cette position de fermeté? Il espère que la cohérence de sa politique et le courage de son attitude seront compris et même appréciés par-dessus les partis politiques par les Français eux-mêmes directement. C'est là son pari le plus difficile, donc le plus risqué.
Satisfaction du côté socialiste, mutisme du côté communiste, critique du côté de l'opposition, telles sont les réactions prévisibles recueillies à l'Assemblée nationale par Daniel Brühl. Le Palais Bourbon, contrairement aux apparences, n'avait pas été déserté par les députés. La séance habituelle de 15 heures avait seulement été retardée pour permettre aux parlementaires de suivre la conférence du président de la République. Au siège du RPR, M. Pons, le secrétaire général, écoutait lui dans son bureau. Il réagissait peu après. Et je crois que les Lorrains ont dû, comme moi, être consternés en regardant et en écoutant le président de la République, qui une fois de plus était monté en première ligne face au désespoir des Lorrains et au désarroi de sa majorité. Car le président de la République s'est contenté d'un certain nombre d'incantations. En définitive, son gouvernement avait tous les éléments du dossier, et ce qui provoque le désespoir des Lorrains, ce n'est pas tellement la situation et les mesures, pour aussi dramatiques qu'elles soient, que les promesses qui ont été faites. Très attentifs, les députés en majorité socialiste profitaient de la salle installée au 3e étage de l'Assemblée pour ne rien perdre des propos du chef de l'État. Messieurs Lajoigny, comme Monsieur Jox, se trouvaient en direct au premier rang des auditeurs du président Mitterrand. Le président du groupe communiste, qui consulte ce soir ses amis, n'a rien voulu dire dès maintenant. On peut déjà, et sans crainte de se tromper, annoncer que les murs de l'Assemblée résonneront demain, à l'occasion des questions d'actualité, des réflexions plus ou moins nuancées des uns et des autres. La confrontation entre le Parti socialiste et l'opposition, vous pourrez l'apprécier tout à l'heure dans notre dernière édition à 23h15, puisqu'un débat opposera deux ténors de l'Assemblée, Pierre Jox, le président du groupe socialiste, et Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UDF, qui déclare déjà que M. Mitterrand n'est plus maître de la situation. Fin de citation. Des réactions aussi à noter du côté des syndicats. Il faut intensifier l'action contre le plan sidérurgique, dit en substance la CGT. Pas de raison concrète de calmer les angoisses des Lorrains, estime la CGC. Je ne suis pas sûr que les mesures annoncées permettront de surmonter les difficultés, dit André Bergeron de Force ouvrière. La politique étrangère n'était pas à l'ordre du jour de cette conférence de presse présidentielle. À noter cependant l'allusion de M. Mitterrand à une éventuelle visite à Moscou. L'Union soviétique sait bien qu'elle n'a pas à attendre de la France quelque complaisance que ce soit, a-t-il dit. Quant à l'Europe, M. Mitterrand a répété sa foi dans un projet politique et précisé qu'il se rendra à Londres lundi prochain pour discuter une nouvelle fois avec Mme Thatcher du problème de la contribution britannique. Ce sont donc les problèmes intérieurs qui ont dominé cette conférence de presse avec une révélation de taille. Le président Mitterrand est favorable à l'introduction de la publicité sur les radios locales privées. Il annonce ainsi un revirement de la politique officielle suivie en la matière depuis 3 ans, depuis la légalisation des radios privées, reconnaissant ainsi, selon ses propres termes, que la liberté accordée à ces radios reste pour beaucoup une espérance plus qu'une réalité, puisque nombre d'entre elles n'ont pas les moyens de survivre. Personnellement, je pense que si toutes les entreprises, toutes les radios libres, qui se doteraient d'un statut d'entreprise, type PME par exemple, donc responsables de leurs biens, de leurs ressources, devant en rendre compte, c'est normal, qui auront le statut d'une PME, devraient pouvoir bénéficier d'une publicité. La sagesse, encore, exigera que cela soit pour un temps d'antenne limité, tant de minutes par heure. Il appartiendra aux responsables d'en décider. Mais personnellement, je vais dans ce sens. Une déclaration qui va faire plaisir aux radios privées, aux publicitaires et aussi au Matin de Paris qui, la semaine dernière, avait déclenché une campagne dans ce sens. En effet, les radios privées, selon les derniers sondages, représentent environ 20% de l'audience radiophonique. Pour survivre et se développer, elles ont besoin d'argent. La publicité leur est officiellement interdite, mais la situation est bien plus ambiguë, comme l'a constaté Bruno Le Drey. À l'époque, on faisait de la radio comme on fait la soupe, dans la cuisine. Aujourd'hui, le temps du bricolage et des amateurs, c'est terminé. On compte environ 900 radios locales privées. Selon les derniers sondages, elles attirent 1 auditeur sur 5. Elles ont l'audience, il leur manque l'argent.
Le budget annuel moyen d'une radio locale va de 500 000 à 2 millions de francs. Ressources autorisées, économie des fondateurs, dons des sympathisants, la débrouille. La publicité, interdite. Vous avez dit interdite? Écoutez, c'est à Boulogne-sur-Mer. L'originalité, des atouts à votre service. La publicité, c'est illégal? Réponse des intéressés, il faut bien vivre. À Boulogne-sur-Mer, au 239 rue Nationale. Au départ, nous étions farouchement contre, mais quand on a vu qu'il nous fallait des moyens pour acheter les disques, pour faire tourner une radio, on s'est dit qu'il n'y avait pas deux solutions. L'aide du gouvernement, il ne faut pas trop y compter. Alors on s'est dit, on est pour la pub, on y va. On y va un peu partout, mais pas du même pas. À Paris, par exemple, on est un peu plus prudent. Oh super, on a bien choisi, c'est plein de porcelaine de Limoges. Eh, t'es con, pas la peine de la prendre. Tu trouveras la même à moitié prix à la soupière. Ce que vous entendez a le rythme de la publicité, le son de la publicité, mais ce n'est pas de la publicité. Arrête tes conneries, je te dis qu'il y a la même à la soupière. Merde, les flics, on se casse. La voix du lézard contourne habilement la loi. Elle ne fait pas payer la diffusion du message, mais seulement sa fabrication, ce qui est autorisé. Cette radio démarche ses clients comme un grand. C'est un support ciblé, vous dit-on, pour toucher les jeunes et les cols blancs, les bons acheteurs. Un argument pour se justifier, pas de qualité sans argent, pas d'argent sans publicité. L'État veut faire de nous des sous-médias, des feuilles de chou, des feuilles paroissiales, vivre des subventions du canton, vivre des 3000 francs donnés par la mairie. Ça, il n'en est pas question. Ça condamnerait la majorité des stations à une sorte d'amateurisme médiocre. Mais il n'y a pas que la publicité. RFM, pionnier de la radio locale, la première à se lancer dans la publicité, a été brouillée pendant plusieurs mois pour cette raison. Aujourd'hui, la station a recours au parrainage. On s'arrange avec de riches commanditaires qui ont envie de faire parler d'eux. Une solution, malgré tout, peu convaincante. On va forcément, si on ne trouve pas de fonctionnement clair avec un accès à la publicité limitée, conduire de plus en plus à des situations de combine, de magouille, comme ça existe la plupart du temps. Et ce qui est tout à fait, on voulait que ces nouveaux médias aient une véritable clarté dans leur fonctionnement, une véritable transparence. C'est pas ce qui se produit en ce moment, c'est tout le contraire. Il y a de la publicité à la télévision, il y en a sur les radios dites périphériques, il y en a dans le métro, il y en a sur les stades. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver un fonctionnement avec un accès à la publicité pour les radios. C'est évident, c'est inéluctable, c'est irréversible. En 1983, les entreprises ont versé 30 millions de francs aux radios locales en échange de messages à caractère publicitaire. Sur la bande modulation de fréquence, on entend beaucoup de publicité. Mais ne vous y trompez pas, c'est interdit. Dans un communiqué ce soir, la haute autorité prend acte avec satisfaction et prudence de l'ouverture vers la publicité proposée par le président Mitterrand. Le président a reconnu la nécessité de procéder à certains aménagements des textes et des pratiques en cours, déclare de son côté Georges Fillon. Il y a eu un conseil des ministres à l'Élysée ce matin. Le gouvernement a arrêté le dispositif d'ensemble concernant l'aide au retour des travailleurs immigrés privés d'emploi. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque des précisions seront apportées à ce projet de loi mercredi prochain. Le conseil des ministres a aussi adopté un projet de loi pour le développement et la protection de la montagne qui réaffirme la défense prioritaire de l'activité agricole. À l'étranger, le fait marquant de l'actualité date de la nuit dernière. Dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine, Walter Mondale a largement gagné dans l'État de New York au détriment de son principal rival, le jeune sénateur Gary Hart. L'analyse d'Edouard Laure. Comme dans la chanson, je sais que si je peux le faire ici, je peux le faire n'importe où. Walter Mondale, de retour, est brillamment en tête des candidats démocrates après avoir enlevé cette primaire considérée elle aussi comme décisive, après avoir enlevé donc New York. 252 délégués à son adversaire du début, Gary Hart, apparu cette nuit, les traits tirés, le sourire de circonstance, mais seulement de circonstance. Et une fois de plus, les sondages se sont complètement trompés. Ils donnaient Hart et Mondale à égalité. On ne parlait presque plus du troisième, Jesse Jackson, qui s'est retrouvé à 2 doigts, avec 26% des voix, de devancer Gary Hart. Un Jesse Jackson qui, lui, continue à jouer son rôle de trouble-fête.
C'est donc le résultat le plus spectaculaire que Jesse Jackson, le candidat noir, talonne à New York Gary Hart d'1 point. En fait, ça revient à dire que la fantastique percée du jeune sénateur se trouve brutalement stoppée au profit de Jesse Jackson, mais surtout au profit de son adversaire Walter Mondale. De là à dire que Gary Hart n'a plus aucune chance de devenir en juillet le candidat démocrate qui va affronter Ronald Reagan, c'est peut-être aller un peu vite. Il reste des primaires importantes, dont celle de la Californie. Mais c'est vrai qu'on voit mal comment Gary Hart va maintenant rattraper ce handicap face à Walter Mondale, qui a déjà plus de la moitié des délégués dont il a besoin et qui se révèle chaque jour d'une redoutable efficacité. Deux mots de sport maintenant en cyclisme. Victoire de l'Italien Guido Bontempi cet après-midi dans la classique belge Gand-Wevelgem. Football, quart de finale aller de la Coupe de France. 3 des 4 matchs auront lieu ce soir. Monaco-Cannes, Nantes-Mulhouse et Lens-Toulon. Le match Metz-Laval sera disputé demain soir. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Évry, le 9, le 8, le 2, l'As, le 4, le 7, le 23 et le 3. Quelques notes de musique, enfin, pour alléger une actualité bien chargée ce soir. Quelques notes de musique grâce au Printemps de Bourges. Le festival du même nom s'y déroule en ce moment jusqu'à la fin de la semaine pour la 8e année consécutive et l'affiche est exceptionnelle. Jean-Jacques Dufour. William Scheller était l'un des premiers à se produire au Printemps de Bourges qui a débuté samedi dernier. Personnellement, je ne m'en plaindrai pas, bien au contraire. Mais ce qu'il y a de divin ici, c'est qu'on ne peut manquer de trouver ce qu'on cherche. Chaque jour, environ 10 spectacles sont présentés un peu partout dans la ville. Alors, sonnez violon, jouez Scheller. Maman est folle, on n'y peut rien, mais ce qui nous console, c'est qu'elle nous aime bien. Quand elle s'envole, on lui tient la main, comme un ballon frivole au gré du vent qui vient. Tais-toi et on vole, surtout ne dis rien. Les gens dans leur cage-colle n'y comprendraient rien. Créé en 1977, ce festival avait pour ambition première de donner une tribune aux chanteurs boudés par les médias. Un festival off qui est devenu en 8 ans un grand classique, puisqu'en une semaine de spectacle, on accueillera à Bourges environ 70 000 spectateurs. Il faut dire que l'affiche est alléchante, puisqu'elle propose 250 artistes représentant tous les genres de musique. Le chant choral, la comédie musicale, le jazz, la musique classique et bien sûr le rock, qui est depuis 1979 l'un des éléments importants de la programmation. Quant à la fête, les organisateurs ont pris soin de préciser sur le dossier de presse qu'elle n'était pas programmable. Mais sachez qu'hier soir, Higelin, après 4 heures de spectacle, a terminé son rappel d'1 heure avec « Y a de la joie » de Charles Trenet. Une sorte d'hommage aux hirondelles et au printemps. Le printemps, parlons donc du temps de demain, Brigitte Simonetta. Avec une nouvelle perturbation, vous allez être très faible, très peu active. Elle nous donne sur la carte de demain un ciel nuageux à couvert sur la moitié ouest, mais avec peu de précipitations, des bruines seulement. Ces nuages en cours de journée descendront sur le quart sud-est et la Corse. Sur l'est, c'est du beau temps, mais frais. Moins 2 degrés le matin. L'après-midi, les températures maximales seront en hausse de 7 à 13 degrés sur la moitié nord et de 9 à 18 degrés tout de même sur la moitié sud. Demain, jeudi 5 avril, le soleil se lèvera à 7h19, se couchera à 20h27 et ce sera la Sainte Irène qui vient bien au moment où l'on fête Irène et Frédéric Joliot-Curie. Tout à fait. À 23h15, Jacques Segui vous présentera notre dernière édition et arbitrera un débat sur la conférence de presse présidentielle, débat entre Jean-Claude Gaudin et Pierre Jox. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. En vous demandant pardon pour ce léger retard sur vos programmes dû à l'importance de l'actualité, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Très bonne soirée.